Bienvenue dans Tu serais pas un peu border, le podcast qui brise les tabous et relie nos différences. Je suis Fiona, créatrice de Border Attitude, rétablie du trouble borderline et passionnée par la santé mentale et les relations humaines. Dans ce podcast, seule ou avec mes invités, je partage des outils concrets, des témoignages sincères et des regards croisés pour explorer nos émotions, améliorer nos relations et avancer vers une société plus inclusive. Prépare-toi à être inspiré et soutenu et embarque avec moi pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tu serais pas un peu border. Dans cet épisode, si tu me regardes sur YouTube, tu remarqueras que je n'ai pas mis de vidéo. J'ai envie de tester un nouveau format où je fais uniquement l'audio. Je pense que ça va m'aider à gagner un petit peu en fluidité. Et aujourd'hui, le thème du jour, tu l'auras sûrement remarqué dans le titre, ce sont les relations amoureuses. C'est un thème qui est pour moi très intime, où j'ai vraiment envie d'aller vraiment dans le détail, j'ai envie d'être authentique, j'ai envie de pouvoir partager et témoigner sur la terreur et les horreurs que j'ai pu vivre dans ma vie. Et j'ai préparé un petit script, mais j'ai vraiment envie que ce soit quelque chose de très fluide en fait. Et j'ai aussi décidé que j'allais le faire en 2 épisodes pour pouvoir vraiment avoir le temps de prendre le temps d'aller en profondeur par rapport à tout cela. Dans cet épisode, je ne sais pas exactement quelle chose je vais partager ou non, mais je pense que je peux déjà parler de quelques trigger warnings comme l'automutilation, les violences psychiques et physiques et les grosses difficultés dans le couple. Donc je t'invite à vraiment prendre soin de toi et à ne pas hésiter à écouter plus tard l'épisode si tu en ressens le besoin. En plus de cela, donc dans ce premier épisode, on va vraiment parler de l'amour qui a été vécu pour moi comme vraiment une quête existentielle. On va parler d'intensité émotionnelle, on va parler de souffrance, de dépendance affective, de ce besoin ultime de validation émotionnelle, surtout quand on est concerné par un trouble de la personnalité borderline, le TOC du couple, l'attachement désorganisé, l'idéalisation et la dévalorisation de l'autre et la personne favorite. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'en fait, je vais aller dans la chronologie de ma vie, te partager un petit peu ce que j'ai pu vivre dans ma vie, et je vais rajouter, au fur et à mesure de l'épisode, des concepts théoriques. Il y a également les chapitrages, donc n'hésite pas si tu es intéressé plutôt par une partie ou une autre à aller voir directement. On est parti. Pour ma part, bien que les symptômes du trouble borderline, ils ont vraiment commencé à se manifester lorsque j'avais 18 ans, il y avait déjà cette vision de l'amour comme une quête existentielle depuis de nombreuses années avant mes 18 ans. Je dirais que ça a commencé à partir de mes 14 ans, quand j'ai conscientisé que je commençais à plaire aussi aux garçons, que c'était possible en fait. Il y avait vraiment en fait limite si on m'aurait dit à l'époque Fio, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, ça aurait été moi ce que je veux c'est être en couple. Il y avait vraiment cette idée de être en couple. En fait, in fine, c'était quoi? C'était être complète, parce qu'il y avait ce sentiment de me sentir vide et incomplète, et il y avait le besoin en fait d'être remplie par quelqu'un d'autre. Et donc c'était vraiment très fort, c'était il faut que je sois en couple, puis plus tard je vais me marier, je vais emménager avec quelqu'un, plutôt dans l'autre sens, je vais avoir des enfants. Et il y avait vraiment cette histoire de le regard de l'autre en fait va valider ma valeur en fait. Et c'est là que je conscientise que déjà à l'époque j'avais vraiment des pensées très noires ou blancs, puisque j'avais une tendance à m'idéaliser moi-même, dans le sens où déjà à 14-15 ans je me disais que d'office tout le monde me trouvait belle par exemple. J'avais pu entendre de la part de quelqu'un que quelqu'un m'avait dit que quelqu'un d'autre me trouvait moche, et je me disais c'est pas possible, la personne me trouve forcément belle, donc comme Nadia elle dit ça parce qu'elle est jalouse de moi ou autre. Et il y avait vraiment une tendance en fait à alterner déjà à l'époque du coup entre cette idéalisation de moi-même et cette dévalorisation de moi-même. Je me trouve incroyable, je me trouve magnifique, tout le monde doit forcément me trouver belle, ce qui me générait du coup une sensation énorme de puissance qui du coup me permettait de me mobiliser dans mes choix, d'oser aller voir quelqu'un pour lui demander si je lui plais aussi. Et puis de l'autre côté, il y avait d'autres jours où je me dévalorisais complètement en me disant que j'étais horrible,
que je ne méritais pas d'exister. Peut-être qu'il y avait déjà des pensées de cet ordre-là. Donc comme quoi, ouais, tout était déjà là, entre guillemets. Les prémices, on va dire, du trouble borderline qui a explosé quelques années plus tard. Et il y avait en effet, comme je disais, vraiment, ouais, cette puissance, quoi, à l'idée de plaire, quoi. Donc j'ai eu quelques relations de couple, par-ci, par-là. J'ai déménagé au Brésil aussi. Et c'est là que j'ai vraiment compris à 16 ans que je plaisais beaucoup. Et du coup, j'embrassais, entre guillemets, un homme à chaque soirée, un homme différent. Et du coup, j'ai vécu du harcèlement scolaire, puisque mes camarades de classe ont commencé en fait, à dire que j'étais une pute qui embrassait un garçon à chaque soirée différente. Et j'ai vécu du harcèlement pour ça, donc c'était très dur à vivre. Et pour autant, j'étais incapable de m'arrêter parce que c'était tellement bon d'être vue, d'être reconnue, que c'était même pas en fait vraiment pour la personne. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est que souvent dans ma vie, je n'ai pas été avec l'autre personne pour la personne. J'ai été avec l'autre personne pour me valider en fait. Donc tout était en rapport avec moi-même. C'était pas de la curiosité de ah mais tu sembles une personne intéressante. Non non, tout était en rapport avec moi, avec me valider, avec recevoir de la reconnaissance, avec cette envie aussi que l'autre peut-être n'ait pas forcément de succès avec les femmes. Comme ça, je n'ai pas de problème. Comme ça, je n'ai pas de jalousie quoi. Et puis on avance un peu dans le temps. Ça, j'en ai déjà parlé un peu dans l'épisode 1. J'ai 18 ans. Je suis en couple avec mon premier copain, vraie relation sérieuse de l'époque, au Brésil. Et au début, on était censé rester ensemble que pendant quelques mois, jusqu'à ce que je parte du Brésil pour aller faire mes études en Belgique. Et je crois que ça me convenait dans un sens, le fait que je savais déjà qu'il y avait une fin. Ça me faisait du mal, mais au moins dans un certain sens, j'avais du contrôle en fait dessus. Et du coup, ça me faisait du bien. Et puis finalement, entre guillemets, l'amour était fou et en même temps pas tant que ça, puisque je sentais qu'il y avait quand même quelque chose de pas sain entre nous. Je sentais que c'était pas pour lui que j'étais avec lui, mais j'arrivais pas à mettre des mots là-dessus. Et on décide de faire une relation à distance. Et de fil en aiguille, on décide, donc c'est bien un choix des deux, que lui vienne faire ses études pour moi en Belgique. Et moi, je suis aux anges. Et il arrive. Moi, je me dis, ça y est, c'est ma vie parfaite qui arrive. Je vais commencer des études de pharmacie. Mon copain, il est là. On va pouvoir, peut-être pas tout de suite, mais emménager ensemble et tout ça, quoi. Et en fait, il arrive et je te disais juste avant ce truc de contrôle sur la relation. Et là, j'ai plus de contrôle sur la relation. Là, ça y est, il est là. Et il est là pour toujours. Il est là pour toute la vie. Je peux pas lui demander de rompre si un jour j'en ai envie. C'est pas possible. C'est pas possible, tout simplement parce que il est venu pour moi et que je culpabiliserais à mort. Et là, je me sens en fait profondément coincée. Et c'est peut-être le moment intéressant où je peux parler du style d'attachement. Donc moi, je me considère concernée par le style d'attachement désorganisé. Donc on parle de 4 styles d'attachement. Ce sont des styles d'attachement que nous vivons depuis la naissance, ou les quelques mois en tout cas après la naissance. Si tu veux en savoir plus pour plus de détails sur l'aspect théorique, je te recommande vivement le podcast La Voix du couple, qui fait un travail remarquable de sensibilisation et de vulgarisation sur ces sujets. Mais donc en gros, pour la faire vraiment concise ici, on dit qu'il y a 4 styles d'attachement. Donc le premier style, c'est le style d'attachement sécure. Ces gens-là ont beaucoup de chance parce que ils se sentent bien avec eux-mêmes et ils se sentent bien dans le lien. C'est ok de parfois avoir besoin d'aide entre guillemets des autres, ouais, d'avoir ce besoin-là, et il y a vraiment une sécurité en fait à travers le lien et avec soi-même. Et puis après, il y a 3 autres styles d'attachement qui sont le style d'attachement anxieux, le style d'attachement évitant et le style d'attachement désorganisé. Dans le style d'attachement anxieux, il y a vraiment une insécurité dans le lien avec une forme de dépendance affective avec le toujours besoin de plus. C'est jamais assez, j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin d'être validé, j'ai besoin de fusionner, c'est toujours plus, plus, plus. Dans le style d'attachement évitant, il y a une peur justement dans le lien à l'idée de fusionner, et donc il y a une tendance du coup à éviter, donc à essayer de fuir la relation, à prendre des distances. Les personnes qui ont des styles d'attachement anxieux d'un côté et évitant de l'autre ont tendance à vachement relationner parce qu'ils viennent en fait activer les schémas de l'autre. Et il y a le style d'attachement désorganisé qu'on retrouve notamment souvent en effet dans le trouble borderline, mais pas que. Et ici en fait c'est vraiment un mélange d'anxieux et d'évitant.
Donc, j'ai tendance à vouloir toujours plus. Donc, pendant que, par exemple, si on reprend moi la relation à distance avec mon premier ex, pendant qu'on est en relation à distance, je veux plus d'amour, je veux être rassurée, j'ai peur qu'il me quitte, j'ai un peu de jalousie. Mais finalement, ça y est, maintenant, il est là, il est arrivé, il est à Bruxelles pour moi. Eh bien là, c'est le côté évitant qui prend le dessus. Je me sens complètement oppressée. J'ai l'impression que l'autre dépend de moi, du coup. En plus, il ne connaît pas la ville, donc tout dépend de moi. Et là, ça a fait une explosion, en fait, dans ma tête. Et je dis souvent que tout a explosé en même temps. Le trouble borderline, le trouble anxieux généralisé et aussi le TOC du couple. Donc le TOC du couple, c'est quoi? En fait, ce sont des pensées en permanence, puisque TOC, ça veut dire trouble obsessionnel compulsif, donc, et du couple spécifiquement. Donc en fait, c'est vraiment des pensées en permanence qui vont émerger, donc des pensées intrusives dans la tête, où c'est pas possible en fait de remettre à plus tard. Dans le sens où tout le monde a des doutes. C'est tout à fait normal d'avoir des doutes, c'est tout à fait normal que des fois, ça va pas dans le couple, ça fait un certain temps, et donc on se pose la question de est-ce que je fais le juste choix de rester avec cette personne. Quand on est concerné par un TOC du couple, ces pensées, elles sont là en permanence. Jour, nuit, c'est pas possible. Il y a beaucoup de et si c'était le mauvais choix, et si, nanana. Et donc ça, c'est vraiment l'aspect obsessionnel. Et l'aspect compulsif, dans le TOC, on a souvent tendance à avoir il y a vraiment le stéréotype du TOC où le côté compulsif, c'est, j'en sais rien, moi je vais vérifier 10 fois que j'ai bien fermé ma porte. C'est en effet une forme de compulsion, mais plutôt extérieure. Mais il y a d'autres compulsions qui peuvent être, par exemple, de l'ordre le besoin d'être rassuré. Donc, par exemple, je sais pas, moi, je demande à mes potes, vous êtes sûr que je fais le juste choix d'être avec mon copain? Ça peut être le fait de se rassurer aussi dans sa tête, donc analytiquement parlant, mais si, regarde, Fiona, tu dois rester avec cette personne parce que elle remplit tel et tel critère, donc c'est important que tu restes avec elle. Et donc, moi, j'étais concernée par le TOC du couple et le symptôme notamment d'idéalisation et de dévalorisation de l'autre est arrivé aussi en masse. Donc, concrètement, comment ça se passait? Mon copain fait une blague, je me dis « Ah mais oui, Fiona, c'est une bonne idée de rester avec lui ». Puis mon copain, moi j'aime toujours utiliser cet exemple, ne range pas les chaussettes dans le lave-linge. Et bien là, je me dis « Non, mauvaise idée, Fio. Tu dois rompre avec lui. » Et en fait, derrière, c'est quoi en fait? C'est la peur de la perte du lien. C'est la peur de l'abandon en fait. Si à un moment ou à un autre, on va rompre, autant que ce soit maintenant. En fait, c'est la peur c'est vraiment la peur du côté incertain, la peur de l'impermanence des choses aussi, et la peur de l'imprévisibilité aussi. Ça peut se passer, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi, alors que si je romps maintenant, eh bien au moins j'ai un contrôle là-dessus. Certes, je ne suis plus avec la personne, mais j'ai du contrôle. Et donc, comme je disais, mon copain de l'époque est arrivé quand j'avais 18 ans, en juin, et 3 semaines après, c'était fini. Peut-être un peu plus. Et la façon dont ça s'est fini est vraiment pas correcte de ma part, puisque ces pensées étaient tellement intrusives, mais que je ne savais pas y faire face. C'était tellement difficile de me réguler émotionnellement, que du coup j'ai commis ce que j'appelle être l'irréparable, c'est-à-dire le tromper. Donc j'ai embrassé un autre garçon, puis je le lui ai dit directement, donc je l'ai retrouvé, je lui ai dit, parce que comme ça, du coup, comme j'avais fait l'irréparable, c'était plus possible qu'on se remette ensemble. Il n'y avait plus de possibilité là, c'était pas possible. Il fallait qu'on rompe. Et donc même si c'était désastreux pour moi, parce que j'avais des sentiments pour lui en plus, au moins je n'avais plus à faire face à ces pensées qui étaient insupportables. Et donc on a rompu. Et c'est là que c'est intéressant de voir ce qui s'est passé par la suite. C'est que dès que j'étais célibataire, je ressentais un vide immense. Vraiment, je me sentais incomplète. Je me rappelle la nuit notamment. Dès qu'il faisait nuit, c'était une horreur. Je vivais seule et c'était pas possible. J'avais vraiment beaucoup de mal à le gérer. C'était une période aussi où je pouvais parfois m'automutiler parce que j'arrivais pas à gérer mes émotions. Je comprenais pas en fait ce qui m'arrivait. Et c'était pas possible pour moi d'être seule, d'être sans validation, sans attention de qui que ce soit. C'était impossible. Et du coup, très vite, je me remettais avec une nouvelle personne. Il y avait toujours quelqu'un. À l'époque aussi, je pense que je plaisais beaucoup aussi. Après, je passais beaucoup de temps aussi pour me préparer, pour être belle. Il y avait un gros côté très superficiel. Je passais beaucoup de temps, à me préparer, mes vêtements, mon visage, mes cheveux et à l'époque, je plaisais vraiment beaucoup
Et en fait, il y avait toujours une nouvelle personne, en fait, et à chaque fois, c'était toujours, en fait, la même rengaine. C'est, je suis vide et je me sens profondément seule et incomplète. Et donc, je me mets en couple. Et donc, quand je me mets en couple, les premières semaines, ça se passe bien parce que c'est très intense, c'est les débuts, il y a les petits papillons, ça se passe super bien. Et puis, au bout de quelques temps, ça a pu varier d'une relation à une autre, mais on va dire, en tout cas, au bout de 7-8 mois, en fait, les doutes se réinstallent parce que ce n'est plus le début, c'est plus aussi intense. Je m'ennuie, en fait, je commence à m'ennuyer, je commence à me sentir oppressée aussi. La personne, là où au début je trouvais que c'était un peu un challenge, ben là, c'est un peu comme si je la vivais comme acquise, en fait. Et là, en fait, il y a ces doutes qui reviennent. Et je me rappelle un truc que je disais souvent à l'époque, c'était que je rêvais de pouvoir prendre des médicaments qui allaient me permettre d'être amoureuse de l'autre et de ne plus avoir ces doutes, d'être juste bien dans la relation avec l'autre et de plus avoir ces stress permanents de up et de down. Et puis j'ai eu une relation qui a été vraiment très toxique. Là, je devais avoir 22 ans. Pour être honnête, aujourd'hui, je soupçonne que cette personne soit également concernée par le trouble borderline. Ça a été vraiment ma relation la plus destructrice pour chacune de nous, avec du chantage, avec de la violence psychologique, de la violence verbale en tout cas. La police a plusieurs fois été contactée avec un petit peu de violence physique. Je me rappelle d'une fois, on était en train de s'engueuler très fort et on a mis les mains l'un sur l'autre. Et d'un coup, j'ai vu son visage. Clairement, il me provoquait. Hein. Il cherchait à me provoquer, à me dire des choses pour que je réagisse. Et à un moment, j'ai vu son visage et en fait, je l'avais griffé et je m'en étais même pas rendu compte. Et du coup, il a utilisé ça contre moi ensuite auprès de tout le monde en disant que j'étais mauvaise. Et j'ai eu peur de moi-même en me disant, mais j'aurais pu s'en faire, j'en sais rien. Est-ce que j'aurais été capable de le pousser dans les escaliers? Qu'est-ce qui se serait passé, quoi? Et ça m'amène du coup à un autre symptôme qui est vraiment la colère. Moi, j'avais la sensation d'avoir du venin en fait en moi. C'était du venin et c'était impossible de savoir le contrôler. Parfois, on se plaint souvent des gens qui ont un trouble borderline, mais par rapport à la colère, je veux dire, mais c'était du venin et c'était pas possible de le contrôler. Il fallait que ça sorte. Autant il y avait des moments où j'idéalisais complètement l'autre et donc là je pense que je pouvais être une super copine et faire des jeux pour l'autre et faire des surprises et donner tellement d'amour et tellement de tendresse. Autant à d'autres moments quand cette personne ne respectait pas entre guillemets les standards que je lui avais imposés dans ma tête, il y avait une dévalorisation de l'autre mais totale. Et j'ai déjà pu dire à l'autre que c'était qu'un incapable, qu'il était incompétent et que c'était qu'un incapable. Enfin, c'est horrible de dire ça. Je me suis aussi longtemps demandé si j'étais pas perverse narcissique ou en tout cas manipulatrice parce que je me rappelle que parfois en fait inconsciemment ça me faisait plaisir de voir l'autre souffrir. Donc je lui sortais mon venin et je voyais que l'autre était dans tous ses états, était vraiment mal et triste et il avait toutes les raisons d'eux. Et à une part de moi, ça lui faisait du bien. Et donc, du coup, je culpabilisais du fait que ça me faisait du bien. Et on a pu analyser, en fait, avec ma psy, que ce qui se passait, c'était qu'en fait, au moins, si ça fait mal à l'autre, ça veut dire que la personne tient à moi. Et donc, dans une certaine mesure, ça me rassure sur le fait que la personne m'aime. Mais évidemment, d'une façon très malsaine, une fois de plus. Et donc, il y avait aussi cette idée de personne favorite, qui rejoint un petit peu aussi ce concept d'idéalisation et de dévalorisation. Où en fait c'était de l'obsession par rapport à l'autre. Il y avait vraiment cette idée de en fait la personne favorite c'est un régulateur émotionnel externe. Je suis pas capable d'exister seule. En fait c'est un peu comme si c'était mon sauveur, ma figure d'attachement. Je suis tellement mal avec moi-même, je me parle mal, ma petite voix en fait, tout. En fait je suis tellement mauvaise envers moi-même que du coup j'ai besoin, c'est vraiment une forme de régulation en fait. J'ai besoin de quelqu'un pour venir m'aider à me compléter parce que la vie avec moi-même est une horreur. Le nombre de fois où je me suis dit mais j'aimerais être n'importe qui d'autre que moi-même parce que ce que je vis, pas mon monde extérieur, pas la vie que j'ai dans la vie de tous les jours, elle va plutôt bien. J'ai de l'argent, je fais des études, j'ai des amis sur qui compter, j'ai un copain qui m'aime, mais intérieurement c'est une torture de vivre avec moi-même, je n'en peux plus, je suis à bout de souffle, je vis dans la terreur permanente de vivre dans ce corps avec lequel je me sens
en profonde insécurité et avec ces pensées intrusives qui viennent me dire en permanence qu'en gros je suis qu'une connasse et que je ne mérite pas de vivre, mais au moins ça me fait du bien quand il y a mon copain qui vient me dire des choses un petit peu plus gentilles que cela, quoi. Évidemment, tout ça, j'en avais pas conscience. Et donc les relations se sont enchaînées. Je dirais, ouais, souvent des relations de 1 an et demi, et puis dès que ça s'arrête, en fait, il y a toujours quelque chose, quoi. Je vais sur les applications de rencontres, je me rappelle d'une fois où j'étais contente parce que j'étais genre, ouais, il y a 4 personnes qui veulent sortir avec moi, et je me sentais fière de ça, je plais à tellement de personnes. Voilà, ça c'est le genre de truc qui pouvait se passer. Mais ça a été vraiment, ouais, il y a vraiment eu, je dirais, les relations de moins en moins stables, de plus en plus toxiques, au même moment où moi, en fait, j'étais de plus en plus toxique. Et puis ensuite, ça a commencé à aller un petit peu mieux. J'ai conscientisé, je dirais, quand j'avais 26-27 ans, la dépendance affective, ce que c'était la dépendance affective. Donc là, j'ai commencé à comprendre, à vouloir essayer de travailler dessus. Je me rappelle en 2021 que je m'étais dit, après une rupture de plus, que j'allais éviter les relations, que j'allais éviter les applications de rencontres pour essayer de me débrouiller seule. Parce que j'avais vachement tendance à, dès que j'étais sur les applis, à me dire, ah, je vais rencontrer l'homme de ma vie, oh, cette personne à qui je parle, si ça se trouve, ça y est, c'est enfin le bon. Donc il y avait vraiment ce truc, quoi, de, mon but ultime, c'est d'être en couple dans la vie, quoi. Ça, c'était vraiment extrêmement marqué, quoi. C'était vraiment très, très fort. Et puis, il y a eu ma dernière relation amoureuse longue avec, on va changer le prénom, avec un dénommé Charles. Voilà. Je pense que ça a été ma relation la plus saine, la plus sécure. Je pense notamment parce que j'ai pu conscientiser ça il y a pas longtemps, que Charles était fiable, que qu'il était sécure, qu'il m'apportait beaucoup de douceur et que régulièrement il me disait toujours de prendre le temps de ralentir. Moi qui avais toujours eu tendance à il faut que je me dépêche, ma valeur dépend de si je vais rapidement. Le fait qu'il soit là et qu'il me calme, ça me faisait beaucoup de bien. Le problème, c'est que c'était accessoirement aussi mon RH dans mon ancien travail. Et du coup, c'était vraiment un énorme repère, en fait, pour moi. Et il y avait vraiment une obsession qui était là, où, en fait, j'attendais vraiment de lui qu'il modifie mes émotions. Ça veut dire que parfois, j'allais mal, comme tout le monde d'ailleurs, mais chez moi, c'était d'autant plus fort, parce qu'il y avait cette forme de désespoir qui était très forte. Et en fait, quand je le voyais, j'espérais qu'on passe un bon moment, et qu'il modifie mes émotions, un peu comme une drogue, un peu comme si je prenais de l'alcool, en fait. Et que j'espérais qu'il modifie mes émotions. Sauf que, évidemment, c'était pas toujours possible. Il était comme il était, et il y avait des moments où il allait pas forcément bien, et de toute façon, on peut pas attendre ça de l'autre. La pression, en fait, que je lui mettais, j'étais incapable de l'accepter comme il était, tout simplement parce que j'étais incapable de m'accepter comme moi j'étais. Et donc, il disait souvent que il avait l'impression de marcher sur des œufs avec moi, qu'il était sur le qui-vive. Et moi, je pense que c'est ça aussi qui est important de retenir, c'est que je faisais pas exprès, en fait. Qu'est-ce que j'aurais aimé l'accepter comme il était, et les autres avant aussi, qu'est-ce que j'aurais aimé que ça fonctionne. Moi, tout ce que je veux, comme tout le monde, je pense, c'est juste depuis le plus jeune âge qu'une relation amoureuse fonctionne. Parce que, spoiler alerte, comme ça disait d'avance, je suis célibataire aujourd'hui. Je crois pas que je l'avais encore dit. Et donc, je ne suis pas une sachante qui sait quoi vous dire pour faire en sorte qu'une relation amoureuse fonctionne. Pour cela, dans l'épisode 4, Solène parle de sa relation amoureuse qui est là depuis un certain temps. Donc, je t'invite à aller écouter cet épisode plutôt. Mais ouais, c'est ça ce que j'ai envie de dire, c'est que je me suis tellement culpabilisée pendant tellement longtemps, alors qu'en fait, comme mon meilleur ami me le dit souvent, la personne qui en souffre le plus, c'est moi-même. Parce que le nombre de fois où je suis tombée, autant j'ai eu des relations qui étaient très toxiques, autant j'ai eu d'autres relations où l'autre personne était adorable, avec certes ses défauts, mais en tout cas, elle essayait de me faire du bien. Et moi, j'étais incapable d'accepter, en fait, cet amour. C'était pas possible pour moi, c'était trop dur. Ouais, c'était vraiment... c'était beaucoup trop dur, quoi. C'était pas possible. Et donc, voilà, avec Charles, il y avait vraiment cette alternance, du coup, entre... d'un côté, je veux toujours plus. Je veux plus de fusion. Je sentais aussi que lui, je pense, avait plutôt un style d'attachement évitant. Il voulait pouvoir se débrouiller seul. Il voulait pouvoir compter sur lui. Il voulait me voir un peu comme une sphère, mais où sur le côté, il est indépendant.
Et moi, je le vivais tout ça. Je vivais en fait qu'il mettait une sorte de distance émotionnelle. Et c'était horriblement difficile pour moi à gérer. Et donc, j'arrivais pas en fait à me rassurer toute seule. Et donc, je lui demandais toujours plus de messages, plus d'être présent. Et j'étais toujours frustrée. J'avais la sensation que j'allais être frustrée toute ma vie et être malheureuse. Et puis, et c'est ça qui est assez incroyable, et ça devait être tellement difficile pour lui. À des moments, il mettait tellement d'efforts dans la relation, je crois, pour essayer d'être celui que je lui demandais d'être. Et là, quand finalement, il mettait en place, entre guillemets, ce que je lui demandais, ben là, j'étais pas capable de l'accueillir. Là, je me sentais oppressée. Donc, on a vraiment le switch du style d'attachement désorganisé, où là, finalement, je me sens oppressée. Là, ben, du coup, il y a plus ce challenge. Là où avant, c'était ce challenge de plus de fusion, plus de ceci. Là, il y a plus de challenge. Là, justement, je le vivais comme si c'était acquis, comme la personne, elle est disponible et presque, elle est un peu dépendante de moi. Et là, ben, je me sens complètement oppressée. Il y avait ce besoin aussi que les choses changent, en fait. Je me sentais très facilement figée dans la relation. Je ressentais beaucoup de rigidité, d'ailleurs, dans cette relation. Et donc, j'avais ce besoin comme ça que je n'avais pas conscience à l'époque, que le cadre évolue, en fait. Donc, si on s'était vu 3 fois la semaine passée, eh ben, j'avais envie qu'on se voit la semaine d'après, que 1 ou 4 ou 2 fois ou quelque chose de différent pour faire en sorte que le cadre bouge, que quelque chose bouge. Il y avait vraiment, c'était difficile pour moi que ça reste statique. Donc, du coup, il y avait beaucoup de questionnements sur la relation libre, l'ouverture du couple, faire en fait en sorte que les choses évoluent pour pas que ça reste statique. Ça, je me demande à quel point est-ce que c'est lié au trouble borderline ou aussi le TDAH. J'ai entre-temps, et j'en parlerai plutôt dans l'épisode suivant, compris vraiment mon mode de fonctionnement, qui est difficile. J'adore ce sujet. Et puis, c'est là que tout s'est un petit peu enclenché, puisque en 2023, en avril, à 28 ans, j'ai reçu mon diagnostic de trouble de la personnalité borderline. Et je me rappellerai toujours d'une des phrases que Charles m'avait dites, qui m'avait beaucoup marqué. C'était une des premières choses qu'il m'a dites, c'est « Je t'aime avec ou sans ce diagnostic ». Et je crois que moi-même, je réalisais pas l'ampleur en fait du diagnostic à cette époque, parce que ça paraissait tellement sérieux qu'il me dit ça, et moi j'étais là, bon. Et en fait, il a décidé de se mettre vraiment de côté. Et il y avait vraiment une tendance entre nous de cette dynamique, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, de vraiment sauveur-victime. Moi, clairement, je me positionnais comme victime. Donc, je sais pas si tu connais le triangle où on parle de persécuteur, de sauveur et de victime, le triangle de Karpman. Et moi, dans beaucoup de mes relations, j'ai vraiment une tendance à... Tant que le lien n'est pas mis, eh ben, moi, je suis vraiment... je sais me débrouiller seule, je suis très indépendante, etc. Et puis, une fois qu'un lien se génère avec quelqu'un, là, je switch, en fait. Je suis dans la peur que ça se termine. Et du coup, je switch en mode victime pour que la personne vienne me rassurer. Je sais pas me débrouiller seule. Il faut que la personne me rassure en permanence. Et donc, Charles, lui, avait vraiment une tendance à être le sauveur, c'est-à-dire, je sais me débrouiller seule et je viens faire le sauveur, l'infirmier de l'autre. Du coup, nos deux schémas, on va dire, toxiques, allaient vachement activer l'autre, on va dire cela comme ça. Et ça s'est encore plus renforcé quand le diagnostic est tombé, parce que là, il a vraiment décidé de se mettre de côté pour être complètement là pour moi. Il m'a même dit un jour en disant, mon nouveau projet, en fait, maintenant, c'est toi, quoi. Sauf que c'est quelque chose que je lui avais pas demandé. Et c'était souvent quelque chose qui était arrivé entre nous, où en fait, il mettait pas assez ses limites. Et je pense que c'est vraiment très important quand, pour le proche aidant de la personne qui a un trouble borderline, c'est vraiment de fixer ses limites, en fait. D'un côté, d'être patient, de valider l'autre personne, de surtout pas lui dire qu'elle exagère ou ce genre de choses. Mais en même temps, c'est hyper important que la personne fixe ses limites pour qu'on sache exactement, ok, là, ça je peux et ça je peux pas. Et je sais que c'est là. Moi personnellement, je sais que j'ai besoin, mais j'ai tellement besoin que l'autre mette ses limites. Ça, c'est super important. Mais là, il y avait plus de limites et du coup, je dis souvent qu'il a commencé à se zombifier. C'est devenu un vrai petit zombie. Et là, du coup, même si c'était hyper adorable qu'il soit là pour moi suite à ce diagnostic, en fait, je dis souvent que je n'ai pas pu l'accueillir. Je n'ai pas pu accueillir cela. C'était trop pour moi. Je me sentais complètement oppressée. Je remettais du coup complètement en question la relation. Et je dissociais aussi énormément. Et surtout, au-delà de ça, et je crois que c'est ça le plus dur, c'est qu'en fait, j'avais une culpabilité à mort
c'est horrible. La personne, elle est là pour moi. Elle me dit qu'elle est là dans mon diagnostic, qu'elle m'aime, elle est adorable, elle est douce, elle est sincère. Et moi, je suis pas capable d'accueillir tout ça. Mais quel monstre je suis. 2 ans plus tard, aujourd'hui, j'apprends encore à me pardonner pour ça, pour dire à quel point la culpabilité était forte. Et du coup, notre couple n'a pas tenu. On a rompu quelques semaines après, en mai. Et à ce moment-là, ça a été un séisme total entre le diagnostic du trouble borderline, la rupture, mais en même temps, mon repère est toujours mon RH dans mon travail. Donc vraiment pas évident. Et du coup, je vais garder la suite pour le prochain épisode. Là, on va vraiment dans la partie très difficile. Et je mets déjà un petit spoil sur le fait que dans l'épisode suivant, il y aura vraiment, on va appeler ça comme ça, la remontada en tant que célibataire. Et ce que je crois que j'ai vraiment envie de partager dans cet épisode, c'est le fait que les personnes qui ont un trouble borderline, elles font du mieux qu'elles peuvent. Vraiment. Je peux pas me mettre à la place de tout le monde, bien sûr. Je ne suis que moi et tout ce que je fais ici, c'est partager mon histoire et mon propre savoir expérientiel. C'est vrai, mais je m'en voulais tellement. Et quand j'entends dans les groupes de parole, j'entends beaucoup de personnes qui partagent leurs témoignages. Il y a tellement de souffrance. C'est fou la souffrance qu'il y a. J'entends que pour l'entourage, j'imagine que c'est super dur à vivre, vraiment. Et je suis pas du tout en train de minimiser ça. Mais c'est malgré nous, en fait, ce qu'on vit. On essaie juste de faire ce qu'on peut. Pour moi, en tout cas, dans mon cas de figure, il y avait des énormes traumas derrière, en fait, qui m'empêchaient. Ça m'empêchait, en fait, j'étais pas capable d'accueillir tout ça. Je le répète encore. Qu'est-ce que j'aurais aimé juste prendre des médicaments pour juste être heureuse avec l'un de ces garçons avec qui j'ai été. Mais il n'y en a plus d'un qui était clairement gentil et pourtant je sentais que ça wasn't it. Je sentais que je me sentais pas bien dans la relation. Je sais pas si c'est mon intuition qui me parlait ou quoi que ce soit, mais je sentais qu'il y avait quelque chose en tout cas qui n'allait pas. Probablement le fait que j'étais pas en couple avec la personne pour les bonnes raisons. J'étais en couple pour être remplie et parce que je me sentais incomplète et non pour être nourrie. Je pense que c'est ça le fond que mon intuition essayait de me dire, mais vraiment, une personne qui a un trouble borderline n'est pas manipulatrice. Tout ce qu'elle veut, c'est juste être rassurée. Elle veut être rassurée dans le lien. Elle a fondamentalement peur de l'abandon et elle a juste besoin d'être rassurée. Et donc, c'est savoir utiliser les bons mots, les justes mots pour essayer d'apprendre à communiquer de la juste façon pour faire en sorte de la rassurer. Et ça prend du temps, évidemment. Ça demande tellement de patience. Et en même temps, de l'autre côté, c'est savoir mettre ses limites pour savoir exactement, OK, comme je disais, c'est là, quoi. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et que tu es en haleine pour la suite. J'espère que ça t'aura donné des insights, que tu as apprécié aussi ce côté un peu plus fluide. Comme je l'ai dit, là j'ai vraiment été beaucoup plus fluide. J'avais un petit script, mais j'avais envie de faire quelque chose de vraiment authentique en fait dans ce que j'ai pu partager, d'aller vraiment dans le vif du sujet, en profondeur. Et donc voilà, j'espère tout simplement que ça t'aura plu. Et je te dis, eh bien du coup, rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de mes aventures amoureuses, de toutes les réflexions que j'ai pu avoir depuis. Et je t'invite surtout à prendre soin de toi. Salut!